Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire éducatif. Aujourd'hui, mon nom est Gabriel Colasoto. Je suis gestionnaire de l'éducation et des services aux patients chez Myelome Canada. Je suis vraiment content aujourd'hui de faire un webinaire sur la gestion des effets secondaires liés au myélome et à son traitement. Avant que je passe la parole à notre présentatrice, j'aimerais juste remercier nos commanditaires pour leur partenariat sur ces webinaires. Sans leur appui, ce serait vraiment difficile de les faire. Tous nos webinaires sont enregistrés. Alors, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être présentées. Alors, si on veut revoir toute l'information, on peut toujours le faire sur notre chaîne YouTube. Alors, www.youtube.com. Dans la barre de recherche, on écrit Myelome Canada. On clique sur Recherche et on tape sur Recherche et on voit un des premiers liens qu'on va voir, c'est la chaîne de Myelome Canada. Il y a un bouton rouge, Subscribe, qui en effet peut nous donner des alertes chaque fois qu'un nouveau programme est ajouté à notre chaîne. De notre site web, myelome.ca, on peut aussi avoir accès à ces enregistrements. Dans le menu, sur la barre de ressources, vous cliquez, et après sur vidéo éducative, et simplement, ça vous apporte à la chaîne YouTube. Donc, c'est un petit raccourci pour aider. Dernièrement, avant qu'on commence, comment est-ce qu'on demande les questions pendant le webinaire? Alors, avec le logiciel GoToWebinar qu'on utilise pour se connecter à ce webinaire, sur un ordinateur, ça ressemble à quelque chose comme ça, où on a un petit onglet questions. On clique dessus, puis on tape la question ici, et on clique sur le bouton. Je veux recevoir toutes les questions et je vais les demander à notre présentatrice à la fin. Si vous utilisez un téléphone ou une tablette, c'est le même concept. Le visuel, c'est un peu différent, mais c'est le même concept. Il y a un bouton question, vous tapez la question, appuyez sur le bouton Send et les questions viennent à moi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire à Marie-Pierre Lecoursir, qui est infirmière clinicienne à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci Marie-Pierre d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire cette présentation pour nous. Merci Gabriel pour la présentation et l'introduction, l'invitation ici à présenter ce webinaire éducatif. Donc, je vais commencer tout de suite ma présentation. Je vais vous parler de la gestion des effets secondaires liés au myélome et à son traitement. Donc, comme Gabriel a dit, je suis infirmière clinicienne, puis je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis infirmière en recherche clinique, spécifiquement sur le myélome multiple, depuis maintenant 4 ans. Puis, je tiens à mentionner que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, le plan de la présentation, je vais vous parler premièrement des symptômes qui sont liés au myélome multiple. On parle de douleurs osseuses, d'insuffisance rénale, de risque d'infection, l'anémie, la fatigue et les neuropathies périphériques. Puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter les principaux traitements ainsi que les effets secondaires qui y sont liés. Donc, si on débute par les symptômes du myélome multiple, ça passe par une petite explication du myélome multiple en général. Ici, c'est vraiment un schéma grossièrement représentatif de ce qui se passe dans votre moelle osseuse quand on a un myélome. La moelle osseuse, c'est vraiment l'usine de production des cellules sanguines. Puis quand on a un myélome, le problème se trouve du côté droit ici au niveau des plasmocytes qui sont ce qui produit des anticorps. Donc, il y a un débalancement qui se passe dans notre moelle osseuse. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est concentrée à fabriquer des plasmocytes, puis ça crée un débalancement de l'autre côté. Il y a une diminution de toutes nos cellules sanguines, comme les plaquettes, les globules rouges, puis les globules blancs. C'est ce débalancement-là qui explique beaucoup des symptômes du myélome multiple, comme par exemple l'anémie, qui est en fait une baisse des globules rouges. Puis aussi, le fait que nos globules blancs soient baissés, ça nous met à risque de faire des infections à répétition. Donc ici, c'est l'acronyme qui est souvent utilisé pour se rappeler d'un diagnostic de myélome, c'est le CRAB, le calcium dans le sang qui va être élevé, la fonction rénale qui va être diminuée, de l'anémie,
puis le B, c'est en anglais pour bone, donc des lésions osseuses. C'est important aussi de savoir qu'il y a plusieurs symptômes du myélome qui sont aussi des effets secondaires du traitement. Donc, c'est important d'avoir une bonne évaluation de base parce que tous les symptômes qui sont notés ici peuvent aussi être causés par le traitement. La fatigue, l'anémie, la baisse des plaquettes dans le sang, l'augmentation des risques d'infection qui est causée par la baisse des globules blancs, la présence de caillots sanguins dans notre sang, puis la présence de neuropathie périphérique. Ici, c'est mon conseil numéro 1 pour les patients qui sont atteints d'un myélome, prendre des notes. Que ce soit dans le passeport en oncologie qui vous est remis habituellement au début de votre suivi, que vous fassiez un journal de bord, un tableau Excel, vraiment la méthode qui vous convient. Parce que quand le temps arrive de notre rendez-vous médical, c'est souvent un rendez-vous qui est périodique, qui arrive une fois par mois ou une fois ou 2 mois. C'est un rendez-vous qui est rapide, donc c'est facile d'oublier des choses. Fait que vraiment, c'est mon conseil numéro 1 là, de prendre des notes puis d'apporter ces notes-là à votre rendez-vous médical. Bon. Si on commence dans les symptômes du myélome, le premier dont je vais vous parler, c'est les douleurs osseuses. On a tendance à penser que nos os sont statiques, mais c'est vraiment tout le contraire. Les os qui fonctionnent normalement, c'est un processus dynamique de destruction puis de reconstruction en tout temps. Le myélome, qu'est-ce qu'il fait? Il vient débalancer ce système-là de destruction-reconstruction, puis ça crée des lésions dans nos os à l'emporte-pièce. Ça se fait souvent dans les os longs, comme les os de nos bras ou les os de nos jambes, puis dans les os plats, comme par exemple les os du crâne ici sur cette photo. C'est des lésions à l'emporte-pièce, donc on dirait qu'on est venu chercher un petit morceau. Quand on a des douleurs osseuses, souvent on va être vu par, on va passer des examens d'imagerie, que ce soit des radiographies ou un IRM, puis il va y avoir une évaluation du risque fracturaire. Donc, c'est important que l'évaluation soit faite au début pour bien évaluer qu'il n'y ait pas de risque de fracture. Si jamais il y a des compressions de vertèbres, ça se peut que votre médecin recommande une kyphoplastie ou une vertébroplastie qui en fait aller insérer un genre de ciment là, entre vos vertèbres pour aller les regonfler si on veut. Comment on fait pour gérer ça, ces douleurs osseuses-là? Bien, il y a des traitements de support qui peuvent être donnés. Ça s'appelle les biphosphonates, donc c'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus, Aredia, Zometa ou Prolia. On recommande bien sûr de prendre des suppléments de calcium, vitamine D, mais la meilleure façon de traiter les douleurs osseuses et les lésions osseuses, c'est tout simplement de traiter le myélome. Donc, en réduisant l'insulte que le myélome vient faire sur nos os, on va réussir à diminuer les douleurs osseuses. Le deuxième symptôme du myélome dont je vais vous parler, c'est l'insuffisance rénale. Je vous explique le petit dessin que j'ai mis tout en haut. C'est ce qu'on appelle des anticorps, en fait, qui sont composés de 2 chaînes lourdes qu'on voit en bleu et de 2 chaînes légères qu'on voit en rouge-rose. Les chaînes légères, il y en a 2 types, des kappa ou des lambda, puis ils sont filtrés par nos reins. Donc, quand on a une maladie qui est élevée, au début souvent qui est non traitée, ces petites chaînes légères-là, ils vont aller se fixer dans le filtre que nos reins forment avec notre sang. Puis il va venir diminuer la fonction de nos reins, qui est mesurée par la clairance à la créatinine. Donc, c'est une mesure qui peut se faire dans une prise de sang, puis on voit la fonction de nos reins. Comment on traite l'insuffisance rénale ou comment on la prévient? On s'assure d'avoir une hydratation qui est adéquate. Ça peut être simplement en s'assurant de boire beaucoup d'eau, mais aussi ça peut être de l'hydratation par les veines. On essaie de diminuer les médicaments qui peuvent créer une insulte à nos reins, donc surtout les médicaments anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène ou le naproxen. Dans les cas qui sont le plus extrêmes, la dialyse rénale est possible. Quand nos globules blancs diminuent dans la moelle osseuse, qui peut être causée par le myélome, nos risques d'infection sont augmentés. Nos neutrophiles, qui sont une sorte de globules blancs, c'est vraiment notre première ligne de défense contre les infections. Comment on fait pour diminuer les risques d'infection? C'est sûr que la précaution et les préventions sont la façon numéro 1 de réduire les risques d'infection. Il y a des moyens médicamenteux de faire augmenter notre nombre de globules blancs dans le sang, par exemple avec un médicament qui se donne en injection sous-cutanée qu'on appelle le Neupogène.
On peut aussi donner des immunoglobulines par voie intraveineuse ou sous-cutanée, puis ça vient ajouter une couche de défense à notre organisme. Dans la catégorie prévention, il y a aussi la prophylaxie, donc c'est un équivalent de prévention antivirale, comme par exemple contre le zona. Ça se peut que votre médecin vous prescrive un médicament comme le Valtrex, un médicament à prendre une fois par jour pour prévenir les infections virales. C'est sûr que c'est recommandé de faire la vaccination annuelle contre l'influenza, puis la vaccination périodique contre le pneumocoque. Les risques d'infection, il y a plusieurs signes qui nous indiquent qu'on pourrait avoir une infection dans notre corps. Par exemple, la présence de fièvre. Puis la fièvre, c'est vraiment défini comme une température en haut de 38 degrés pendant plus qu'une heure ou une température en haut de 38,3. Donc, une seule valeur en haut de 38,3. À ce moment-là, on considère ça comme de la fièvre. Les autres symptômes d'une infection, c'est les frissons, mal de gorge, des rougeurs, les sécrétions, des diarrhées, des douleurs à la miction. Puis, comme on a mentionné tantôt, si nos globules blancs sont bas, nos neutrophiles qui sont notre première ligne de défense, puis qu'on fait de la fièvre, à ce moment-là, ça devient vraiment une urgence médicale parce que notre corps n'a pas sa première ligne de défense pour se défendre contre le microbe qui se présente. C'est important d'aviser notre équipe traitante, soit notre médecin, soit notre infirmière pivot, si on a de la fièvre. Il faut se présenter à l'urgence, puis souvent, ils vont rechercher un foyer d'infection. Donc, ils vont sûrement vous faire passer une batterie de tests pour essayer de trouver la source de cette fièvre-là. Que ce soit par un rayon X du poumon, ils peuvent faire des hémocultures dans le sang, mais ils vont vraiment essayer de trouver pourquoi vous faites de la fièvre. Si nos globules blancs sont trop bas, ils vont vous proposer de débuter des antibiotiques en prévention, même s'ils ne trouvent pas le foyer de l'infection. Si vous avez d'autres signes d'infection, mais que vous ne faites pas de fièvre, ce n'est pas nécessaire de se présenter à l'urgence, mais il faut aviser l'équipe traitante. Donc, dans la prévention des infections, l'idée, c'est de limiter les portes d'entrée des pathogènes. Quand on veut faire une hygiène des mains fréquente, l'hygiène des ongles, on veut éviter de se toucher le visage, se ronger les doigts, se ronger les ongles, porter les mains à la bouche, utiliser une brosse à dents à poils souples pour ne pas venir causer des lésions au niveau des gencives qui pourraient aussi être une porte d'entrée pour les infections et les microbes. Si on a à se promener en public dans une foule, on va porter un masque. On évite de nettoyer la litière des animaux, la cage des animaux. Éviter de faire du jardinage parce que dans la terre, il peut y avoir des pathogènes, puis en brassant la terre, ça fait soulever ces pathogènes-là, puis ils peuvent rentrer dans notre système respiratoire. Puis en prévention, on mange des aliments qui sont riches en protéines. On évite les aliments en vrac ou les buffets. On évite les viandes crues puis les charcuteries. Et on lave bien sûr très bien nos fruits et nos légumes. Dans le fond, c'est comme vivre en temps de COVID à l'année longue. Le symptôme suivant dont je vais vous parler, c'est l'anémie, qui est une baisse des globules rouges. Le rôle des globules rouges, c'est de transporter l'oxygène. Donc, si on n'a pas beaucoup de globules rouges, on va ressentir un essoufflement à l'effort léger, une fatigue qui ne diminue pas même si on se repose. On peut être pâle, avoir des frissons, une augmentation de la fréquence cardiaque avec une baisse de la pression artérielle. Comment on prend en charge l'anémie? Ça va être beaucoup de surveillance. Donc, votre médecin va vous demander une formule sanguine régulière qu'on voit par la prise de sang. Dans le fond, c'est le décompte des cellules de notre sang. Il peut prescrire une transfusion sanguine si jamais vos globules rouges sont trop bas. Par contre, il faut faire attention. On ne traite pas le nombre, mais on traite vraiment les symptômes du patient. Certains patients peuvent tolérer une hémoglobine à 80 très bien, alors que d'autres vont être vraiment symptomatiques et vont nécessiter la transfusion sanguine. Il y a des médicaments qui peuvent faire augmenter aussi les globules rouges, par exemple les Prex ou l'Aranesp. Dernièrement, pour diminuer la fatigue associée à l'anémie, c'est sûr que le repos est de mise. C'est important d'aviser l'équipe traitante si on ressent des fatigues, des vertiges ou des malaises qui sont importants, un essoufflement important ou qui augmente rapidement sans autre cause possible. Puis si la fatigue liée à l'anémie, ça nuit aux activités de notre vie quotidienne ou de notre vie domestique.
Les activités de la vie quotidienne, c'est des activités qu'on fait pour nous, pour vivre au jour le jour, là, se lever, s'habiller, se brosser les dents, prendre sa douche. Les activités de la vie domestique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper de notre maison, faire la vaisselle, faire à souper, aller faire les courses, aller faire l'épicerie. Donc, si ça nuit à nos AVQ ou nos AVD, à ce moment-là, c'est important d'aviser l'équipe traitante. La fatigue, c'est un autre symptôme du myélome. Puis, il y a plusieurs causes à la fatigue. Ça peut être causé par le myélome en lui-même, ça peut être causé par le traitement, ça peut être une cause de l'anémie, que vous ressentez une baisse de vos globules rouges, vous fait ressentir la fatigue. Une infection peut vous faire ressentir fatigué. Bref, il y a toutes sortes de causes qui pourraient vous faire sentir fatigué. C'est un des symptômes les plus souvent minimisés par les patients parce qu'ils pensent que c'est normal de se sentir fatigué. C'est le symptôme qui est le plus attendu, pourtant celui sur lequel on a le moins d'impact, mais qui a un fort impact sur notre qualité de vie. Comment on prend en charge la fatigue? On s'assure d'avoir une hygiène de sommeil qui est correcte. On évite les siestes de plus d'1 heure, surtout les siestes en fin de journée. On évite la consommation de caféine. On gère les sources de stress autour de nous qui pourraient nuire à notre sommeil. On s'assure d'avoir une alimentation saine. On fait de l'exercice physique selon la tolérance toujours. Et on se ménage. On planifie nos activités selon notre fatigue. On se prévoit des temps de repos entre les différentes activités. Puis, on n'hésite pas à demander de l'aide. Souvent, c'est un conseil qui n'est pas évident à respecter celui-là. C'est important d'aviser notre équipe traitante si vous avez une fatigue qui augmente rapidement, qui est associée à des étourdissements ou une perte d'équilibre. Vous avez des essoufflements ou un rythme cardiaque rapide sans raison. À ce moment-là, il y aurait une investigation à faire par rapport à votre fatigue. Les neuropathies périphériques, finalement, c'est le dernier symptôme que je vais vous présenter qui est associé au myélome. C'est causé par des dommages qui sont faits aux nerfs périphériques. Ça se déroule souvent dans les extrémités, donc les orteils ou les doigts. Ça peut être constant ou ça peut être intermittent. C'est décrit comme une perte de sensation, un brûlement ou un picotement. C'est pas toujours associé à de la douleur, mais ça peut être douloureux. Dans les cas plus graves, ça peut être associé à une perte de fonction motrice. Par exemple, si c'est dans les pieds ou les orteils, les patients peuvent avoir de la difficulté à marcher ou à effectuer des travaux minutieux avec les doigts. Comment on prend en charge? Bien, il y a de la médication qui peut être donnée pour aider à gérer ces engourdissements-là, ces douleurs. Le plus populaire s'appelle le Lyrica, ou on le connaît aussi sous le nom de prégabalin. C'est important de discuter des neuropathies avec son médecin parce que c'est quelque chose qui, si pas pris en charge rapidement, pourrait devenir irréversible. Donc, on s'assure. On s'assure d'en discuter avec notre médecin. Si les neuropathies affectent les pieds, on pourrait avoir besoin d'une aide technique à la marche, soit d'une canne ou une marchette. C'est important de s'assurer qu'on a des chaussures adéquates parce qu'on va moins sentir les petits objets. On pourrait marcher sur quelque chose sans s'en rendre compte. Donc, on s'assure d'être bien chaussé, puis on fait attention aux températures extrêmes. Par exemple, sortir des aliments du congélateur ou sortir des aliments du four alors qu'ils sont très chauds parce que notre sensation est diminuée. Donc, on ne ressent pas nécessairement toujours bien les températures. En deuxième partie, je vais vous parler des effets secondaires des traitements. J'ai séparé les traitements selon leur mode d'action parce que souvent, on peut déduire les effets secondaires d'un traitement en essayant de comprendre comment il fonctionne. Donc, la première catégorie de médicaments que je vais vous parler, c'est les immunomodulateurs. Dans cette catégorie-là, on retrouve le Revlimid et le pomalidomide. On les appelle aussi lénalidomide ou Pomalyst. Donc, c'est les noms génériques ou les noms commerciaux. Les effets secondaires les plus courants, je vous ai mis une liste et vous allez voir qu'il y en a plusieurs qu'on a déjà couverts dans la liste de symptômes du myélome. Donc, les effets secondaires les plus courants sont la fatigue, la neutropénie, qui est une baisse de globules blancs, la constipation, la diarrhée, les crampes musculaires, l'anémie, qui est la baisse de globules rouges dont on a déjà parlé, la fièvre, des œdèmes périphériques, donc ça veut dire de l'enflure, c'est souvent dans les membres inférieurs comme les jambes, des nausées, des douleurs au dos, des infections et des raches. Donc,
Ceux que j'ai mis en rouge, c'est ceux qu'on a déjà traités. Donc, vous voyez que les effets secondaires se recoupent. Ça revient un peu à ce que je disais au début. C'est très important d'avoir une bonne évaluation de base du myélome pour vraiment, quand on commence un traitement, d'être capable d'évaluer qu'est-ce qui est notre maladie ou qu'est-ce qui est un effet secondaire du traitement. Puis à quel moment c'est important d'en parler à notre médecin qui pourrait prendre action sur ces effets secondaires-là. Donc, les immunomodulateurs, c'est une classe de médicaments qui est spéciale. Il y a plusieurs précautions à prendre. Premièrement, avec ces médicaments-là, il y a de la toxicité fétale. C'est des médicaments qui sont dérivés de la thalidomide, qui est malheureusement très connu pour son usage dans les années 60, qui était donné pour les nausées des femmes enceintes et qui a donné plusieurs malformations congénitales là, à plusieurs enfants dans les années 60. Donc, si on est une femme en âge de procréer ou si on est un homme qui a des rapports sexuels avec une femme en âge de procréer, c'est super important d'utiliser une double protection lors des rapports sexuels. On ne voudrait vraiment pas qu'il y ait un enfant qui naisse parce qu'on ne connaît pas vraiment les effets là, du lénalidomide ou du pomalidomide, mais on sait qu'ils sont dans la même famille que la thalidomide. Donc, il faut porter une attention spécifique à ça. Avec ces médicaments-là, il y a aussi des risques de thromboembolie. Les thromboembolies, c'est en fait des caillots sanguins qui viennent se loger dans des veines de notre système. Donc, quand on prend ces médicaments-là, en même temps, on va commencer une prophylaxie avec de l'aspirine ou un autre héparine à bas poids moléculaire. Donc, comme mentionné, soit l'aspirine ou si on a des antécédents de caillots, il y a d'autres médicaments qui peuvent être prescrits qui sont plus forts, plus efficaces. Une autre façon de prévenir les caillots sanguins, c'est de faire de l'activité physique. Plus on est actif, plus notre sang circule dans notre corps, moins on a de chances de faire des caillots. Ce qu'on appelle un événement thrombotique, c'est vraiment soit une thrombose veineuse profonde dans une veine d'une jambe ou une embolie pulmonaire. Donc, si jamais un événement thrombotique se produit, il va y avoir une pause de traitement à base du Revlimid ou du Pomalyst. Puis, ils vont donner un traitement là, vraiment à base d'héparine à faible dose, soit l'Inoep, le Levonox ou le Fragmin pour aller dissoudre le caillot qui s'est formé. Donc, les événements emboliques, comme je vous dis, il y en a deux principales catégories. Les thromboses veineuses profondes, qui sont un caillot qui va se loger dans la jambe. Les symptômes de ça, ça va causer une enflure au niveau de la jambe ou du mollet, une douleur qui va empirer en restant debout ou à la marche. Puis tout ça, ça va se passer seulement dans une jambe. Par exemple, seulement la jambe droite ou seulement la jambe gauche. On va aussi ressentir une chaleur ou une rougeur qui va être au niveau de la jambe qui a le caillot. Le deuxième événement embolique, c'est une embolie pulmonaire. Les signes et symptômes de l'embolie pulmonaire sont l'essoufflement soudain et inexplicable, une douleur aiguë et soudaine dans la poitrine, puis une toux qui peut avoir des filets de sang quand on a des excrétions. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aviser rapidement son médecin, son infirmière pivot, son équipe traitante, ou même de se présenter à l'urgence, parce que c'est des choses qui pourraient dégénérer si ce n'est pas traité. Donc, on veut commencer un héparine le plus rapidement possible. Donc, toujours dans les immunomodulateurs, on va passer à maintenant vraiment les effets secondaires. Ça, c'était les préventions spéciales à prendre. Les effets secondaires gastro-intestinaux. Ça va peut-être vous paraître bizarre qu'un médicament puisse causer et de la constipation et de la diarrhée, mais en effet, oui, c'est possible. Donc, la constipation, c'est une absence de sel pendant plus de 2 jours. Ça peut causer des douleurs abdominales, des ballonnements, des gaz ou même des nausées si ça dure très longtemps. Il y a plusieurs causes à la constipation. Ça peut être causé par une hypercalcémie, la prise de narcotiques qui est des antidouleurs, une perte d'appétit, une diminution de l'activité physique ou de la médication. Pour ce qui est des diarrhées, c'est défini comme une augmentation du nombre de selles en comparaison au niveau de base. Donc, ça aussi, c'est vraiment important parce que c'est pas tout le monde qui va à la selle le même nombre de fois par jour.
Donc, il faut connaître son niveau de base pour savoir quand s'inquiéter qu'on est allé à la selle plus souvent. Il faut faire attention si on a des diarrhées, à la déshydratation puis au débalancement des électrolytes. Donc, comment on prend en charge la constipation? Il y a deux objectifs dans la prise en charge. On veut ramollir les selles pour qu'ils soient plus faciles à sortir. Donc, on veut vraiment favoriser l'hydratation, boire de l'eau, boire beaucoup de liquide. Puis, on peut donner une médication qui va venir ramollir les selles. Le plus souvent, c'est le Colas, une petite pilule rouge. La deuxième façon de prendre en charge la constipation, on veut augmenter le transit, donc augmenter les mouvements gastro-intestinaux. On va avoir une alimentation qui est augmentée en fibres. Les fibres vont faire un appel d'eau aussi dans le tractus gastro-intestinal, donc ça va favoriser le ramollissement des selles. Puis on peut prendre la médication qui va augmenter le transit, comme le Sénocote. On veut aussi augmenter l'activité physique. Pour la prise en charge des diarrhées, il y a de la médication qui peut être prise, entre autres l'Imodium. Là, j'ai mis 2 astérix parce que je veux que vous fassiez attention. L'Imodium, c'est un médicament qui est en vente libre, qui est facilement accessible, qui est disponible. Mais avant de prendre l'Imodium, c'est vraiment important de consulter son médecin ou son infirmière parce qu'on veut essayer de trouver la cause des diarrhées avant de venir les bloquer. Par exemple, si les diarrhées sont causées par une infection, puis qu'on vient prendre l'Imodium, on vient empêcher la sortie des selles, bien, on empêche aussi en même temps la sortie des bactéries. Donc, avant de prendre l'Imodium, habituellement, le médecin va prescrire soit des cultures de sel ou il va vraiment essayer d'aller trouver la cause des diarrhées avant d'aller les stopper. Quand on a des diarrhées, c'est important de faire un remplacement des liquides qu'on a perdus, remplacer aussi les électrolytes qu'on a perdus. Le principal électrolyte qu'on perd lorsqu'on a des diarrhées, c'est le potassium. Donc, on essaie de manger plus de bananes, des oranges, des patates, qui sont des très bonnes sources de potassium. Le médecin va vraiment, comme j'ai dit, essayer de trouver la cause des diarrhées, il va faire un examen physique, questionnaire sur l'alimentation, s'il n'y a pas quelque chose que vous avez changé, vous avez fait une diète spéciale, vous êtes allé manger au resto. Finalement, on veut vraiment essayer de trouver la raison pourquoi votre système réagit comme ça. Ça peut simplement être causé par la médication. C'est important d'aviser votre équipe traitante si la constipation est associée à des douleurs ou à des crampes qui sont importantes. Vous n'avez pas de selle depuis plus de 3 jours, puis vous ressentez vraiment un ballonnement ou un durcissement du ventre. À ce moment-là, c'est important d'aviser votre médecin ou l'infirmière. Pour les diarrhées, c'est des diarrhées qui durent plus de 24 heures, une augmentation de plus de 4 selles par jour par rapport à votre niveau de base. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aviser. Si les diarrhées sont associées à des douleurs importantes, s'il y a une présence de sang dans les selles, puis finalement, si les diarrhées sont associées à de la fièvre, comme j'ai mentionné, la fièvre, c'est une température en haut de 38,3 ou en haut de 38 pendant plus d'1 heure. Donc, on revient à nos immunomodulateurs. C'est dans cette catégorie-là toujours qu'on est. Je vais vous parler des rash qui sont associés aux immunomodulateurs. Ça arrive habituellement dans les premiers cycles de traitement, soit avec le lénalidomide ou le pomalidomide. C'est une genre de... C'est pas une réaction allergique, mais c'est tout comme. Ça se produit sur la peau. Habituellement, ça peut se produire au thorax ou au niveau des bras. C'est habituellement les deux parties du corps qui sont le plus touchées. Et ça demande souvent une diminution de dose ou une pause de traitement le temps que le tout rentre dans l'ordre. Puis on va venir traiter le rash avec une crème de cortisone, la prénisone orale ou un antihistaminique comme le Benadryl ou le Reactine. On va aussi recommander d'utiliser une crème hydratante le temps que le tout rentre dans l'ordre. Maintenant, on change de catégorie. Je vais vous parler des inhibiteurs du protéasome. Donc, dans cette catégorie, il y a 3 médicaments principalement. Le Velcade, qu'on connaît aussi sous le nom de bortezomib, qui se donne par la voie sous-cutanée, donc une injection habituellement dans le ventre ou peut-être même dans les cuisses. On a le Kyprolis, qui est mieux connu sous le nom de carfilzomib, qui se donne en intraveineuse. Puis, on a le Nilnaro,
le ixazomib, qui est une formulation orale, donc une pilule. Ces 3 médicaments-là sont dans la même famille, puis on peut voir, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, les immunomodulateurs, ils finissaient par imide, pomalidomide et lénalidomide, puis ceux-là sont dans la même famille, donc ils finissent aussi de la même façon, bortezomib, carfilzomib et ixazomib. Donc c'est une petite façon de savoir les classes de médicaments. Habituellement, ils essaient de faire rimer les noms de médicaments. Donc, les effets secondaires les plus fréquents qui sont associés aux inhibiteurs du protéasome, les nausées, les diarrhées, la neutropénie, qui est la baisse des globules blancs qu'on a déjà parlé, la thrombocytopénie, qui va être une baisse des plaquettes dans le sang, les neuropathies périphériques, la fatigue, l'anémie, la constipation, l'anorexie. Il y en a plusieurs autres, mais ceux que j'ai nommés, c'est vraiment les principaux. Donc, comme tout à l'heure, ceux que j'ai mis en rouge, c'est ceux qu'on a déjà abordés. Donc, je vais me concentrer sur ceux qu'on n'a pas parlé encore. Les nausées. C'est des maux de cœur qui peuvent être associés ou non à des vomissements. Il y a plusieurs médicaments qui sont disponibles pour la gestion des nausées. Puis le pharmacien d'oncologie, c'est vraiment la ressource indispensable pour la gestion de la médication associée aux nausées. On ne pense pas tout le temps à appeler notre pharmacien. On attend souvent notre rendez-vous médical avec le médecin. Mais vraiment, 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 ça vaut la peine de passer un coup de fil aux pharmaciens parce qu'ils ont plein de ressources, ils ont plein de trucs. Ils peuvent changer les prescriptions, ils peuvent prescrire un nouveau médicament contre les nausées. Donc, vraiment, il faut prendre l'habitude d'appeler le pharmacien, de demander conseil. Il y a aussi des moyens non pharmacologiques de gérer les nausées. Par exemple, c'est sûr, on va essayer de prendre des petits repas plusieurs fois par jour au lieu de vraiment se forcer à manger trois gros repas par jour. Il y a aussi des moyens un petit peu plus naturels qui peuvent nous aider à gérer les nausées, par exemple des infusions avec une racine de gingembre. Puis là, je rentre dans la partie produits naturels. C'est super important aussi avant de prendre des médicaments en vente libre ou des produits naturels là, à base de plantes ou d'infusions, d'aviser le médecin ou le pharmacien. Parce que souvent, ça a l'air inoffensif ou ça a l'air très naturel, donc on pense que ça n'a aucun impact, mais non, au contraire, ça peut avoir plusieurs impacts, ça peut avoir plusieurs interactions avec les médicaments qu'on prend pour traiter le myélome. Donc, toujours dans les inhibiteurs du protéasome, le prochain effet secondaire, c'est la thrombocytopénie. La thrombocytopénie, ça veut dire c'est une diminution du nombre de plaquettes dans le sang. Les plaquettes, c'est ça qui va permettre à notre sang de coaguler. Par exemple, quand on se blesse, quand on se fait une lésion au niveau de la peau, ben, c'est nos plaquettes qui vont venir faire la gale, puis par la suite aider à la cicatrisation. Quand on a des plaquettes qui sont basses dans le sang, habituellement, les patients sont asymptomatiques. Mais ça fait que les patients sont à risque de saignement important, donc c'est important d'être prudent. Puis comme on a dit tantôt sur la transfusion de globules rouges, ben, il y a aussi des transfusions de plaquettes qui sont possibles. Le dernier effet secondaire des inhibiteurs de protéasome que je veux vous parler, c'est l'anorexie. L'anorexie, en fait, c'est vraiment une perte d'appétit. On n'a pas envie de manger, on n'a pas faim, on n'a pas le goût. Ça peut être causé par un autre effet secondaire, en fait, qu'on appelle la dysgeusie. Il y a plusieurs médicaments, dont les inhibiteurs du protéasome, qui peuvent causer un changement de goût des aliments. Les aliments, ils vont avoir souvent un goût métallique ou un goût vraiment qui ne nous revient pas. Ça diminue notre envie de manger, ça entraîne des pertes de poids, puis des débalancements électrolytiques, donc dans notre sang, les électrolytes. Il y a une consultation qui est possible avec les nutritionnistes dans notre système de santé. Eux, c'est vraiment les experts pour évaluer l'apport alimentaire. C'est sûr que si on n'est pas capable de manger, c'est recommandé d'aller compléter avec des suppléments alimentaires, comme par exemple l'ensure, s'assurer d'avoir un apport calorique qui est suffisant là, pour nos besoins. La prochaine classe de médicaments que je vais vous parler, c'est l'immunothérapie. C'est une classe qui est assez récente. Le médicament principal de cette classe-là, c'est le daratumumab. Le Darzalex, c'est son autre nom. Il est accessible au Québec depuis 2018.
Donc, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu la chance d'avoir ce médicament-là. Peut-être que vous le connaissez. Les immunothérapies, habituellement, c'est des médicaments qui ont peu d'effets secondaires systémiques, sont habituellement très bien tolérés. Par contre, ce qui inquiète le plus les équipes médicales, c'est les risques de réaction à la première infusion. C'est des réactions de type allergique. Donc, pour prévenir ça, la première infusion, c'est une infusion qui est très, très longue. Là, j'ai nommé daratumumab, mais il y a aussi d'autres médicaments dans la catégorie immunothérapie, dont l'isatuximab, qui est un petit nouveau, puis l'elotuzumab, qui est aussi dans la catégorie des immunothérapies. Je vais vous parler du daratumumab parce que c'est celui qui est le plus connu, le plus administré. Donc, lors de la première infusion, on veut réduire le risque de réaction allergique. Donc, on va donner une prémédication qui va être composée d'un cocktail de médicaments là, différents, qui peut être Tylenol, Benadryl, Réactine. On peut mélanger le décadron avec ça, donner Montelukast, qui est un médicament pour prévenir les crises d'asthme. Tout ça, ça va être à la discrétion du médecin traitant. La deuxième chose qu'on va faire pour réduire les risques de réaction à la première infusion, on va donner le médicament à un débit très lent. On va faire la dilution du médicament dans 1 litre d'eau. On va commencer à un débit de 50 ml/h, puis on va l'augmenter tranquillement selon la tolérance du patient. Donc, si on fait le calcul que pour donner 1000 ml d'eau et on commence à 50 ml/h, la perfusion dure environ 7 heures, si tout se passe bien. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, c'est pas moi qui le reçois, mais pour moi et les patients que je suis, vraiment, c'est un des principaux désagréments de cette thérapie-là, c'est la durée de perfusion. Si la première perfusion se passe bien, que le traitement est bien toléré, on peut accélérer le débit à la deuxième, à la troisième, puis à la quatrième infusion pour, au final, le plus rapidement qu'on peut le donner, ça va être en 90 minutes. Mais c'est quand même une perfusion qui est très longue, qui au début est donnée 1 fois par semaine. Puis après, dans le temps, se distancie un peu. Là, on va aller à 2 fois par semaine, puis éventuellement, ça va être 1 fois par mois. Les autres effets secondaires qui sont associés aux immunothérapies, c'est une augmentation des risques d'infection, puis une augmentation aussi de la fatigue qui est rapportée par les patients. Donc, c'est 2 effets secondaires qu'on a déjà discutés. Finalement, le petit dernier que je veux vous parler, c'est probablement celui que les patients détestent le plus, le décadron, qui est aussi connu sous le nom de dexaméthasone. Il est présent, malheureusement, dans presque toutes les recettes. Quand votre médecin vous prescrit une ligne de traitement, habituellement, ça va être les médicaments que je vous ai présentés, mais il peut les combiner de différentes façons. Par exemple, donner daratumumab, Velcade, décadron, ce qu'on va appeler le régime DVD. Il pourrait aussi combiner daratumumab, Revlimid, décadron, qui est le DRD. Il pourrait donner un CIBORD, qui est en fait un cyclophosphamide, bortezomib, qui est notre Velcade, puis le D pour décadron. Donc, vous voyez que le décadron se retrouve dans quasi toutes les recettes. Malheureusement, c'est un médicament qui a de multiples effets secondaires. Puis, si vous en avez déjà pris, je crois que vous êtes en mesure, mieux que moi, de nommer les effets secondaires de ce médicament-là. Le principal désagrément pour les patients, c'est l'insomnie. Vraiment, les jours de décadron, les patients ne sont pas capables de dormir. C'est un médicament qui peut causer des brûlements d'estomac, la fatigue, des sautes d'humeur, l'œdème des membres inférieurs, soit de l'enflure dans les jambes. Ça peut venir débalancer notre taux de glycémie, causer un diabète, l'agitation, de l'anxiété. Ça augmente les risques de cataracte, ça cause des maux de tête, l'irritabilité. On peut prendre du poids parce que ça augmente l'appétit. Vraiment, vraiment, la liste d'effets secondaires s'allonge et s'allonge et s'allonge. Donc, pour essayer de gérer ces effets secondaires-là, on recommande de prendre le décadron au réveil le matin, le plus tôt possible, puis de le prendre avec la nourriture pour diminuer l'effet sur l'estomac, essayer d'empêcher un peu là, les inconforts associés à la prise du décadron.
On veut organiser son horaire en fonction de notre prise de décadron. On le sait que le lendemain, on va être plein d'énergie, bien excité, on va avoir envie de faire le ménage de printemps, même si l'automne arrive. Puis, 2 jours après, on va avoir ce qu'on appelle l'effet let-down. On va être plus fatigué, on va avoir le goût de dormir, ça ne va pas nous tenter de sortir. Donc, on essaie d'organiser notre horaire en fonction de si on prend notre décadron le mercredi ou le jeudi, bien, on le sait que le samedi, on va être plus fatigué, donc on se prévoit une journée de repos. Il y a aussi la possibilité de voir avec notre médecin si c'est possible de séparer la dose sur 2 jours. Les effets vont durer plus longtemps, mais ils vont être un petit peu moins intenses. Donc ça, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec votre médecin. Donc finalement, le message de ma présentation, c'est que vous êtes entouré de merveilleuses équipes multidisciplinaires. Il suffit juste de les utiliser. Il ne faut pas oublier que vous êtes au centre de cette équipe-là. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Alors, on va passer aux questions. Alors, pendant que les personnes envoient les questions, je vais juste commencer avec un commentaire. On a parlé beaucoup des médicaments, des effets secondaires et disons, pour avoir comment est-ce qu'on dit ça en français, un record, une liste de tous les effets puis tous les médicaments. Myélome Canada, on a un outil sur l'ordinateur qui s'appelle Mon dossier myélome qui est téléchargeable sur des ordinateurs, sur les tablettes, sur les téléphones, pour aider à gérer toutes ces choses de qu'on vient de parler. Alors, je vais donner encore quelques minutes pour les personnes de taper les questions. On va commencer avec celui-ci. On a parlé un peu d'insuffisance rénale au début de la présentation. Il y a des personnes où, une fois que la maladie est sous contrôle pour disons, des années, leurs reins toujours ne sont pas à 100% ou ils ne reviennent pas à leur activité normale. Est-ce que comme traitement de support, est-ce qu'une greffe de rein est quelque chose qui est indiqué pour des personnes avec le myélome? Je dirais que ça dépend vraiment à quel niveau là, les reins sont atteints. La greffe de rein, c'est quelque chose d'assez intense, là, un peu comme toutes les greffes. On va être avec des médications anti-rejet, des médications immunosuppresseurs pour éviter justement le rejet de la greffe. Dans l'évaluation bénéfice-risque de la greffe de rein, je crois vraiment pas que c'est quelque chose qui serait recommandé. Puis oui, effectivement, c'est possible là, que les dommages qui ont été causés aux reins, là, qu'ils soient permanents, puis que ça soit quelque chose qu'on ait à gérer sur le long terme. Là. OK. Merci beaucoup. On a une question ici à propos des neuropathies périphériques aux mains qui débutent au même temps que le myélome. Comment est-ce qu'on peut différer entre une neuropathie périphérique et quelque chose comme une tunnel carpienne? Ça va être vraiment en discutant avec notre médecin. Là, le tunnel carpien, il y a des tests diagnostiques, des examens diagnostiques. On peut voir aussi, il y a des tests qu'on appelle un EMG, un électromyélogramme. Dans le fond, ils vont aller faire passer un petit courant électrique dans les muscles, puis ils vont voir comment les nerfs réagissent. Donc, il y a des tests diagnostiques qui permettent de vérifier là, entre un tunnel carpien qui peut être relié à de l'inflammation d'un nerf versus vraiment une perte de sensation là, au niveau des nerfs. Fait que ça va être en discutant avec l'équipe traitante, puis il y a moyen d'avoir une référence avec un spécialiste là, en neurologie qui va faire l'évaluation. OK. Merci. La prochaine question, quelqu'un veut juste comprendre un peu mieux, c'est quoi la différence entre un vaccin vivant et non vivant? Un vaccin vivant, en fait, c'est vraiment dans la fabrication et dans la formulation du vaccin.
Il y a des vaccins qui sont créés en allant prendre un vaccin mort. Là, on va aller prendre vraiment juste un morceau, une protéine qui se retrouve à la surface du virus, puis on va être capable de créer le vaccin à partir de ça. Puis un vaccin vivant, mais on n'est pas nécessairement capable d'aller chercher une protéine spécifique. Donc, on va vraiment, dans le vaccin, il y a le virus qui est là, vivant. Là, vite comme ça, j'ai pas d'exemple d'un vaccin vivant, là, mais ça me vient pas quand il faudrait que ça me vienne. Mais vraiment, se renseigner là, avant d'avoir notre vaccination. Par exemple, les patients qui ont eu des autogreffes ou des allogreffes, après un certain temps, après 2 ans, il faut qu'ils recommencent leur vaccination. Puis il y a des vaccins qui sont vivants, donc qui ne sont pas nécessairement recommandés. Mais ça va être à discuter avec le médecin là, dans le temps de la vaccination. Le vaccin pour l'influenza, celui-là, il est sécuritaire, c'est sûr. OK. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, c'est plutôt une question pour moi à propos du monde dossier myélome. La personne veut savoir si on peut avoir accès sur 2 appareils différents. La réponse est oui. On peut l'avoir sur beaucoup différents plateformes, mais ils ne se parlent pas. Alors, il faut faire des backups des fichiers puis les télécharger sur les autres appareils pour être mis à jour. Alors, la prochaine question ici, c'est une question à propos des cannabinoïdes. Alors, le cannabis, on n'a pas vraiment parlé de ça pour gérer les effets secondaires. Est-ce que ce sont des choses qui sont recommandées ces jours-ci par les médecins ou vraiment c'est quelque chose qui n'est pas dans le myélome? Je vous dirais que je ne suis pas une experte des cannabinoïdes. Je le sais que ça peut être prescrit dans la gestion de la douleur, mais encore là, ça va être quelque chose qui est encadré, qui est prescrit et non une genre d'automédication. Si on décide d'en prendre en automédication puis que pour nous, ça fonctionne, je ne verrais pas de contre-indication. Je crois juste que c'est important d'en discuter pour que le pharmacien ou le médecin ait vraiment une liste à jour là, de quel médicament ou quelle drogue on prend pour pouvoir justement s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction ou qu'il n'y a pas de contre-indication. J'ai des patients qui m'ont dit que ça les aidait beaucoup là, avec les douleurs osseuses. Les patients que j'ai discutés, c'était sous forme de gummies là, ou de bonbons au CBD surtout. Ça peut aider dans l'anxiété, mais encore une fois, j'ai pas connaissance qu'il y ait des études là, spécifiques sur les cannabinoïdes puis le myélome. OK. Merci. En effet, on reçoit beaucoup de questions à propos du cannabis et du cannabinoïde. Et je dirais qu'au Canada, c'est plutôt, comme vous disiez, c'est quelque chose qui est fait avec quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience avec ce type de médicaments. Alors, c'est pas toujours le médecin qui traite le myélome qui va donner des avis à propos du cannabis, mais c'est toujours bien, c'est sûr, d'aviser le médecin traitant qu'on prend du cannabis ou quelque chose comme ça. Alors, on entend aussi beaucoup de personnes qui disent ça aide avec la neuropathie, ça aide avec l'anxiété, avec le sommeil, mais c'est sûr que tout le monde est différent et on ne sait pas. Alors, la prochaine question. OK, ici. Alors, quelqu'un demande dans quel contexte est-ce que quelqu'un peut recevoir le daratumumab? Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on a reçu avant comme ligne de traitement. Ce qu'on appelle une ligne de traitement, là, c'est comme une recette. Mettons, souvent en première ligne, là, un patient va recevoir ce qu'on appelle le CBORD, donc le cyclophosphamide, bortezomib, décadron.
Le daratumumab, ici au Québec, il n'est pas approuvé en première ligne, donc ce n'est pas un médicament qu'on va donner en première intention. Ça va être après une rechute, normalement. Puis, il va se donner combiné avec le Revlimid ou avec le bortezomib, donc l'énalidomide ou Velcade. Il y a plusieurs critères là, pour avoir accès, donc il ne faut pas être réfractaire, évidemment, ni pas à ces deux médicaments-là, Velcade ou Revlimid, puis il va se donner en combinaison avec les deux, en deuxième ou troisième ligne de traitement. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est à propos du bortezomib. Les effets secondaires, est-ce que avoir une moins bonne coordination, c'est quelque chose qui est fréquent avec ce médicament ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible avec ce médicament? À ma connaissance, non, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Si la coordination est causée par les neuropathies, peut-être, par exemple, les petits travaux minutieux, là, les patients peuvent avoir de la misère à attacher des boutons de chemise ou faire vraiment des choses de la dextérité fine. Je ne sais pas si c'est la coordination dans ce sens-là ou la coordination de mouvements plus grands, là, par exemple à la marche ou quelqu'un qui s'enfarge dans ses bottines. Mais non, c'est pas quelque chose que je suis au courant. C'est sûr que ça vaudrait la peine d'en parler avec le médecin parce que c'est pas quelque chose qui est normal non plus, là. OK, merci. Comme par exemple, l'exemple qui est donné ici, c'est pour frapper une balle de golf où c'est un peu plus difficile après l'injection. Alors, on va passer à... Mais ça se peut, tout se peut. Ça se peut. Alors, on va passer à la prochaine question. On a parlé de la fatigue et l'exercice physique qui peut aider avec la fatigue. Quelle sorte d'exercice on parle? Est-ce qu'on parle de quelque chose d'exigeant ou plutôt comme des marches? C'est quoi les exercices qui sont recommandés pour quelqu'un avec un myélome? On demande rien d'exigeant. C'est vraiment selon la tolérance et les capacités de chaque personne. La marche, c'est un exercice qui est recommandé. C'est sûr qu'on ne recommandera aucun sport où il y a des contacts physiques ou des risques de blessures, de fractures, considérant qu'il peut y avoir des lésions du myélome là, qui peut s'aggraver en cas de contact, causer des fractures et tout ça. Donc oui, la marche, c'est un super bon exercice. La natation, parce qu'il n'y a pas d'impact sur nos os. Vraiment, là, selon la tolérance du patient, tous les exercices qui vous donnent envie sont recommandés. OK, merci beaucoup. Prochaine question. On a parlé d'un rash, une éruption cutanée, je pense que c'est je sais pas, oui. Rash, ou versus comme le zona. Alors les deux il y a des réactions avec la peau. Comment est-ce qu'on peut, c'est quoi la différence entre les deux visuellement? Une personne qui a un rash qui peut-être c'est du zona ou peut-être c'est vraiment un rash. Comment est-ce qu'il peut savoir? Mais dans le fond, le rash ou l'éruption cutanée qui va être associée au lénalidomide ou au pomalidomide, on va vraiment avoir une relation temporelle là, avec le début des traitements. C'est quelque chose qui se produit vraiment dans les premiers cycles de traitement. Donc, après quelques jours ou quelques semaines, là, on va voir apparaître ces éruptions cutanées-là. Tandis que le zona, il peut apparaître un peu n'importe quand. À l'œil, pour un patient comme ça, de différencier des lésions cutanées ou des rougeurs ou des éruptions, là, c'est pas impossible, mais l'étiologie, la façon que ça se présente n'est pas la même. Le zona, c'est vraiment un virus qui va s'attaquer à un nerf, donc il va y avoir vraiment beaucoup de douleurs associées à ça. Puis oui, il va y avoir des éruptions cutanées sur la peau, mais le rash associé au Revlimid ou au Pomalyst, ça va être vraiment plus il n'y aura pas de la douleur, mais il y aura de l'inconfort, un grattement ou un picotement, une peau sèche,
vraiment un inconfort au niveau de la peau, mais pas nécessairement associé à une douleur intense comme un zona. Merci. La prochaine question, quelqu'un veut savoir pourquoi est-ce qu'on doit éviter les sushis? Dans le fond, les sushis, c'est vraiment dans le but de diminuer les risques d'infection. C'est bon, la viande crue, les poissons crus, tout ça, c'est quelque chose qui est plus difficile de garder la salubrité de ces aliments-là. Donc, c'est pas recommandé. Par contre, c'est pas une directive absolue non plus. Si c'est important pour vous, là, votre sushi hebdomadaire, bon, c'est juste de diminuer les risques. Donc, si c'est un endroit à sushi qu'on connaît, qui est très bien, la salubrité, la propreté, on fait confiance, on en a mangé plusieurs fois, on n'a jamais été malade, ben, la réponse n'est pas un non absolu, c'est de faire attention, dans le fond. On veut diminuer les risques. Alors, on pourrait dire la même chose avec, comme, disons, les fromages bleus ou les fromages non pasteurisés. Ouais. Ou même les bières qui sont faites dans les microbrasseries et des choses comme ça. OK. Ouais, non, merci. Ça a du sens. La prochaine question que j'ai ici, c'est à propos du COVID, la COVID. Je pense que c'est normal là, dans ces temps-là d'avoir une question sur la COVID. Alors, c'est sûr que ces jours-ci, les patients, ils ont à gérer beaucoup plus de stress, beaucoup de stress supplémentaire et leur angoisse. Y a-t-il des services psychologiques, peut-être à Chamère, ou est-ce que les patients peuvent avoir accès à des services psychologiques? Oui, ben effectivement, moi, je peux juste parler pour ce que je connais. Donc, c'est mon hôpital, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Oui, il y a des consultations avec des psychologues qui sont offertes, comme en tout temps. Il suffit de demander là, pour avoir une consultation avec le psychologue. C'est sûr qu'en ce moment, ils sont peut-être plus occupés, donc une petite liste d'attente peut-être plus longue. Mais oui, c'est totalement possible d'avoir un psychologue et de parler de cette anxiété-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait du bien. L'anxiété que tout le monde ressent, là, on vit tout un peu dans l'incertitude de la chose. On ne sait pas trop dans quelle direction ça va s'en aller. Mais je comprends encore plus pour les patients qui doivent se protéger d'une infection et en plus être incertain là, de l'issue. Si jamais on l'attrape, ça va-tu être pire, ça va-tu être moins pire? C'est toutes des choses qu'on ne connaît pas. En ce moment, il y a des études qui se font spécifiquement sur la COVID chez les patients atteints de myélome. Malheureusement, on n'a pas encore les résultats de ces études-là. Mais oui, c'est possible d'avoir des consultations psychologiques. OK. Merci beaucoup. Ici, on a juste un commentaire à propos de ça. À Québec, quelqu'un nous dit qu'au CRECO, il y a des CICONCO. Alors, c'est les personnes qui vivent au Québec. C'est toujours une possibilité de voir un psychologue à cet édifice. Alors oui, on a reçu juste 2-3 autres questions. On est encore bien avec le temps. Est-ce que vous devez partir à 5 heures pile ou est-ce qu'on a 2-3 minutes de plus? Non, ça va. OK, parfait. Alors, je vais juste voir laquelle question. OK. Alors, on a parlé du Decadron, du dexamethasone, qui est associé dans presque chaque ligne de traitement avec le myélome. Alors, dans le contexte de la maintenance après l'autogreffe, ce n'est pas donné avec le dexamethasone? Non, il n'est pas donné en maintenance. Dans le fond, il est donné pour... il y a un effet là, vraiment sur le myélome. Puis quand on est dans un traitement de maintenance, on ne veut pas nécessairement donner quelque chose qui est à grosse dose. Le but, c'est pas de
de faire descendre la maladie ou vraiment d'amener la maladie à un niveau qui est bas. C'est vraiment de maintenir ce qu'on a atteint avec nos chimiothérapies antérieures ou notre greffe antérieure. Donc, on n'a pas besoin de sortir les gros armements, là, les gros médicaments pour faire baisser le myélome. On veut maintenir ce qu'on a atteint. Donc, c'est une des raisons pourquoi il n'est pas donné là, en maintenance après une greffe. OK. Alors, et ce maintenance, une fois qu'on fait une greffe puis on fait le maintenance, ça, c'est considéré comme une première ligne de traitement. C'est pas comme le maintenance est une deuxième ligne de traitement. Non. Mettons, on va donner en première ligne CBORD ou quelque chose en induction avant la greffe. On va avoir 4 ou 6 cycles de traitement. On a la grosse chimio avant la greffe là, qui détruit vraiment le système immunitaire, la greffe, puis la maintenance. Tout ça va être considéré une seule ligne de traitement. Souvent, on cesse la première ligne quand il va y avoir une remontée du myélome, là, des valeurs du myélome dans le sang ou dans l'urine, ou même une présence d'une nouvelle lésion osseuse ou un plasmocytome qui va se déclarer. Donc, à ce moment-là, quand il faut recommencer un nouveau traitement ou changer de recette de traitement, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment considérer qu'on est dans une deuxième ligne de traitement. Merci beaucoup. La prochaine question. Certains médicaments causent des champignons. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Vraiment, ça va être à évaluer avec le médecin. Les champignons, ça peut être traité par des crèmes antifongiques s'ils sont situés sur la peau. Des genres de crèmes, pas nécessairement canestin, là, mais des antifongiques qui peuvent être appliqués au niveau des champignons sur la peau. OK. Parfait, merci. Et là, j'ai une dernière question pour demander, c'est le dernier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les sueurs nocturnes qui nuisent grandement au sommeil? Bonne question. Je n'ai pas trop de réponse à cette question-là. C'est vraiment d'en discuter avec notre équipe traitante. On veut trouver la cause de ces sueurs nocturnes-là. Les sueurs nocturnes, ça peut être causé par une infection, ça peut être causé par notre traitement, ça peut être causé par la ménopause, ça peut être causé... il y a vraiment différentes raisons pourquoi on aurait des sueurs nocturnes la nuit. Donc, pour essayer de diminuer ces sueurs-là, il faut trouver pourquoi on a ces symptômes-là, puis trouver la cause, dans le fond. Traiter la cause, ça va nous aider à diminuer ces sueurs-là. Alors, disons, si c'est relié à un médicament, peut-être modifier la dose ou prendre le médicament à une autre l'horaire de temps. prise des médicaments aussi, ça peut avoir un impact, là, mais il faudrait plus de détails pour pouvoir répondre spécifiquement. C'est ça. OK, c'est parfait. Alors, avec ça, je pense pas qu'on a d'autres questions. J'ai pas reçu de questions. Alors, on va terminer le webinaire ici. Je vous remercie une autre fois de ces 5 heures. Je suis sûr que vous voulez aller à la maison. Je sais que vous êtes encore à l'hôpital. Et alors, merci beaucoup. C'était très apprécié. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bye bye.